Voilà, donc Priscilla en fait est donc coordinatrice EHPAD chez Corian. Et donc je lui ai demandé de nous faire un peu le point sur finalement la gestion on va dire des épidémies en EHPAD, parce qu'on a l'impression de penser que l'EHPAD c'est comme MCO ou éventuellement un peu comme SSR, mais c'est pas du tout pareil. Et donc ça pose des problèmes tout à fait particuliers, et donc c'est important que tu nous dises ce que tu en penses. Alors, merci à tous, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Déjà, je voulais vous rappeler ou vous apprendre ce qu'était un EHPAD, parce qu'effectivement, comme disait Philippe, on ne fonctionne pas du tout comme le secteur sanitaire. Bien que quand on parle de maison de retraite médicalisée, en fait, on pense qu'il y a des infirmières 24 heures sur 24, un médecin qui est là à temps plein, et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc l'EHPAD, l'acronyme veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc c'est ce qu'on appelle effectivement les maisons de retraite médicalisées de façon plus commune. Les EHPAD sont régis en fait par le Code de l'action sociale et des familles, donc on dépend du secteur médico-social, avec des financements à la fois de l'ARS pour tout ce qui va être soins, pour tout ce qui va être budget des soignants et budget de soins, et tout ce qui est conseil départemental pour tout ce qui est lié à la dépendance en fait des personnes qu'on accueille. Donc en fait au niveau du personnel de l'EHPAD, je pense que c'est vraiment important de faire un point là-dessus. Le médecin coordonnateur qui est présent en EHPAD, premièrement il n'est pas prescripteur au sein de l'EHPAD, ou alors c'est un temps différent de son temps de coordination. La loi dit que par décret, le médecin coordonnateur ne peut pas être prescripteur pendant son temps de coordination, sauf exception en cas d'urgence. Enfin, il y a des décrets très spécifiques. En général, pour un EHPAD lambda d'à peu près entre 70 et 90 résidents, le médecin coordonnateur n'est présent qu'à mi-temps, en fait. Après, les temps sont différents en fonction du nombre de résidents. Quand on passe 100 résidents dans un EHPAD, le temps de travail augmente à peu près à 0,60. Dans le meilleur des cas, on arrive à un 0,80, mais c'est rare. Ça doit être revu. Normalement, ce temps de travail va augmenter dans les années à venir. Ensuite, il y a donc un infirmier qui est là à temps plein pour coordonner les soins. Et globalement, en EHPAD, on a à peu près un infirmier pour 40 résidents. Les infirmiers sont présents que la journée. Il n'y a pas d'infirmier la nuit. Dans 85% des EHPAD en France, il n'y a pas d'infirmier la nuit. Il n'y a que dans 15% d'EHPAD où on a un infirmier la nuit. Ce qui explique, comme disait tout à l'heure Nathalie, qu'effectivement, on ne puisse pas faire bénéficier nos résidents en fait, de cathéter intraveineux, en tout cas pas sur les 12 heures de temps nocturne, puisque les aides-soignants n'ont pas le droit de surveiller en fait, une voie veineuse périphérique. Et globalement, on est un peu mieux doté en aides-soignants, puisqu'on a à peu près une aide-soignant pour 10 à 12 résidents. Par contre, la nuit, donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'infirmier, et il y a un aide-soignant pour à peu près 40 résidents, ce qui est quand même très très peu. Voilà, on a la chance d'avoir des thérapeutes, un animateur et un gros côté hébergement. Voilà. Et la plonge, c'est important. C'est important parce que après je vais revenir sur la gestion des épidémies, je l'ai écrit là, c'est qu'en fait l'EHPAD c'est un lieu de vie, principalement. Les gens ils viennent pour l'hébergement. Le soin finalement qui est pourtant très prégnant, parce qu'on a des gens qui sont très fragiles, quasiment tous en perte d'autonomie avec des troubles cognitifs pour 70% des résidents d'EHPAD, moyenne d'âge à peu près 85-86 ans au niveau de la France, donc encore une fois des résidents très fragiles, donc un soin très important, pour autant qui doit disparaître en fait, qui doit se fondre dans l'établissement. Et c'est là où en fait la gestion de l'épidémie devient très compliquée, parce que nos recommandations elles sont à peu près similaires au milieu sanitaire déjà, elles vont l'être encore plus, elles vont être quasiment les mêmes, parce qu'en fait notre organisme de recommandation de bonnes pratiques, en fait, c'était l'ANESM jusqu'au 31 mars de cette année. Et l'ANESM, en fait, n'existe plus, en fait, dorénavant. L'organisme qui donne des recommandations de bonnes pratiques au secteur médico-social EHPAD, c'est devenu l'HAS depuis le 1er avril. Oh là là, bonne merde. Voilà. Donc là, on attend les recommandations à venir. Pour l'instant, ils n'ont rien produit, mais on est un peu en attente. Globalement, on était déjà très très proche du sanitaire, donc on est quasiment certain qu'on va y arriver. Or, encore une fois, donc on a la première problématique, c'est la problématique de personnel, vous l'avez vu, puisqu'on a beaucoup moins d'infirmiers, beaucoup moins de temps médical, des médecins libéraux qui, quand ils sont joignables, donnent un avis téléphonique, qui se déplacent
va dire, allez, on ne dira pas jamais, mais on dit très rarement en dehors de leur présence déjà programmée. Voilà. Donc c'est déjà compliqué au niveau du personnel. En plus, ce qui est encore plus compliqué, c'est au niveau des résidents. Voilà. Parce que pour plein de choses, des résidents donc, qui sont fragiles et vulnérables, donc pour lesquels il faut vraiment repérer des signes très précocement pour éviter les complications. Et ensuite des résidents qui ont des troubles cognitifs, je vous l'ai dit, et du coup souvent aussi des troubles du comportement à type de déambulation. Donc l'isolement en EHPAD, comment vous dire, c'est exceptionnellement quelque chose qu'on peut pratiquer comme on entend un isolement en secteur sanitaire, comme vous entendez un isolement. Voilà. Et en plus, l'isolement chez nos résidents fragiles, ça crée en 24 heures une perte d'autonomie qui est énorme et qui met des jours et des jours à être récupéré. 24 heures en isolement pour nos patients âgés, très âgés, c'est une semaine de réhabilitation par 24 heures passées dans leur chambre. En plus, la méfiance des gens, des voisins, doit être encore pire qu'au niveau de l'hôpital, non? Des intervenants extérieurs, la famille qui intervient, enfin la famille vient en permanence en fait, il n'y a pas d'horaire particulier de visite. Oui, on n'a pas d'horaire de visite en EHPAD, c'est 24 famille, petits-enfants. C'est vraiment un lieu de vie. Pour nous, en fait, la problématique de la gestion de l'épidémie, c'est vraiment qu'on est un lieu de vie et qu'on se doit de le rester. Voilà, donc ça c'était un peu pour poser le tableau. Donc après, je vous ai mis les principales épidémies qu'on va voir nous en EHPAD. Ça reste les épidémies lambda, les gastroentérites, les infections respiratoires. On a quelques infections à Clostridium, on en a 2-3 par an, 3-4 par an. On a parfois la gale, par malchance. Très très rarement des maladies à déclaration obligatoire. Voilà. Signalement externe donc obligatoire. Ce qui est très important pour nous en fait, c'est la formation du personnel pour repérer en fait les premiers signes. Comme je vous l'ai dit, parce qu'il faut vraiment qu'on soit sur un repérage très précoce, que finalement le médecin est très peu présent et peu disponible pour se balader dans l'établissement. Donc on a vraiment un gros axe sur la formation du personnel pour nous alerter et pour repérer en fait les premiers signes des infections les plus présentes. Voilà. Je vous ai pris l'exemple de l'épidémie d'infection respiratoire aiguë, puisque ça reste quand même l'épidémie qui arrive le plus fréquemment en EHPAD. On en a au minimum une tous les 2 ans, voire une par an. Comme je vous l'ai dit, on fait la même chose. Dès le premier cas, on essaye de faire un isolement, on met en place les précautions standards et complémentaires. On a toutes nos ASH qui sont formés au renforcement du bio-nettoyage. Vraiment, on passe beaucoup par la formation, la sensibilisation. Quoi vous dire en plus que voilà, nous, ce qui est très important pour l'EHPAD, c'est l'information immédiate en fait des familles. Voilà. Pour qu'elles sachent que, elles aussi, il faut qu'elles prennent des mesures complémentaires pour les intervenants libéraux, pour tout ce monde en fait qui gravite autour des résidents. Connaître effectivement les moments où on doit déclarer l'épidémie et où on doit augmenter les mesures barrières. On peut aller effectivement jusqu'à suspendre les admissions si réellement on a énormément de cas. On peut aller jusqu'à confiner l'établissement, ça arrive très rarement, mais c'est arrivé, où on ne laissait entrer en fait plus que les médecins traitants, où on a empêché pendant 48-72 heures les familles de rentrer. Encore une fois, c'est exceptionnel parce que, comme je ne sais pas qui l'a dit, c'est extrêmement mal vécu par les familles, ils ne comprennent pas en fait, vraiment ils ne comprennent pas. Voilà. Donc globalement, c'est rien de plus que vous ne faites, mais c'est simplement que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Simplement pour après, je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, la gestion de l'épidémie, parce qu'après c'est plus sur le partenariat, j'ai enchaîné sur le partenariat en fait qu'on pouvait proposer en tant que groupe avec l'IHU. Voilà. Juste à propos de l'infection nosocomiale en général, quoi, au moment de quitter le ministère, on avait commencé à mettre en place des collaborations pour les EOH publics et puis les EHPAD, ça s'est développé ça ou c'est resté Alors il y a des conventions, on passe convention en fait avec des coquelins d'hôpitaux périphériques plus que les CHU. Ça dépend des régions, mais en général effectivement voilà, et qui se déplacent.
qui se déplacent. Alors après c'est pareil, c'est qu'un EHPAD il n'a pas les mêmes fonds dédiés à l'hygiène que le secteur sanitaire. Donc après, moi je sais que j'ai eu beaucoup de réticence en fait quand on a voulu faire signer aux directeurs ces conventions, parce que ça reste des conventions onéreuses, 500 000 € par an, qui paraissent rien, mais en fait cumulées à tout le reste, pour un directeur d'EHPAD qui n'est pas soignant et qui finalement ne s'intéresse pas plus que ça à l'hygiène, ça paraît quelque chose de très onéreux. Voilà. Mais oui, il y a des conventionnements avec des équipements d'hygiène. La même problématique, hein. C'est pas les mêmes groupes, mais c'est les mêmes problématiques de toute façon. Donc du coup on a eu la chance d'échanger avec l'IHU pour arriver à un partenariat. Donc je vous présente vite Corian, hein. On intervient sur 4 axes qui sont les cliniques spécialisées, donc qui soient MCO, SSR ou psychiatriques, donc les EHPAD, de l'HAD et de la résidence-service. Donc un parcours complet, on est le premier réseau à la fois français et européen, je passe très vite, hein, c'était simplement pour vous le présenter rapidement. Prendre soin des personnes, beaucoup de collaborateurs, donc à peu près 50 000 collaborateurs en Europe, donc ce qui est beaucoup. Le Corian a basé toute sa politique médicale de prise en charge sur tout ce qui va être thérapie non médicamenteuse et approche positive des résidents, que ce soit dans les EHPAD, mais aussi dans les cliniques et dans les MCO. Voilà. Et ça, c'est important. Deux axes principaux au groupe. C'est que le groupe Corian, en fait, a une fondation pour le bien vieillir. Une fondation qui est basée sur l'inclusion et sur 3 champs d'intervention. Les études sociétales, qui traitent surtout de l'inclusion sociale. La recherche appliquée, ce qui est très important, on a vraiment ouvert tous les établissements, qu'ils soient EHPAD ou SSR, à pouvoir faire de la recherche justement avec des partenariats avec les CHU et avec les IHU. Et c'est vraiment un souhait très très fort du groupe et de la fondation pour pouvoir, on disait tout à l'heure, tester vraiment sur la réalité de terrain en fait, les projets, les études qu'on peut mettre en œuvre. Et aussi un appui aux établissements pour déployer des solutions innovantes, l'innovation étant un des axes prioritaires de la Fondation du bien vieillir. Voilà. Et un institut de formation Corian, puisqu'on vous l'a dit, au vu du peu de personnel vraiment médical et paramédical, il est très important de passer par la formation et par la sensibilisation des collaborateurs. Ouais. En région PACA, du coup, ça correspond à 17 EHPAD, une résidence-service et 7 cliniques SSR. Voilà. C'était la liste des établissements. Du coup, 2 axes principaux au partenariat avec l'IHU, c'était, comme je vous l'ai dit, l'innovation. L'innovation par la recherche appliquée, par la participation, en étant testeur dans nos établissements, en pouvant être testeur de nouvelles innovations sur la mise en application justement de nouveautés éventuellement. Corian s'est rapproché en fait au niveau national, au niveau du ministère, des personnes qui gèrent au niveau du ministère en fait l'ensemble des IHU sur tout le territoire français pour justement essayer de participer à cette innovation d'un point de vue national et européen. Et une collaboration opérationnelle bien sûr par rapport à la fluidité des parcours dans les 2 sens. Pourquoi on parlait par exemple sur le Clostridium. Pour nous en EHPAD, effectivement, gérer un Clostridium difficile, c'est quelque chose de très 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 compliqué parce qu'il est très difficile d'avoir vraiment des mesures strictes d'isolement des résidents. Du coup, la possibilité de pouvoir adresser un résident sur l'IHU pour une décontamination, pour le récupérer derrière, c'est beaucoup plus facile pour nous. Enfin, ça nous simplifie énormément la vie que de devoir gérer tout le processus sur l'EHPAD. Et après, on a bien sûr des lits qui peuvent être mis, des lits d'aval qui peuvent être mis à disposition pour les sorties, notamment pour le coup sur les cliniques de soins de suite et de réadaptation. Je vous remercie.
question. L'idée là, effectivement, enfin, moi, quand on est allé commencer à faire les démarches auprès des EHPAD, j'avais moi l'idée effectivement que c'était pas compliqué, il fallait mettre de l'alcool partout, et puis on faisait pareil partout, et puis c'est pas du tout ça. Effectivement, la gestion des épidémies dans les EHPAD, c'est hyper compliqué, et la seule chose qu'on puisse nous proposer en termes d'IHU pour gérer ça, c'est le diagnostic rapide et l'extraction rapide des patients des EHPAD pour justement éviter la contagion. Donc ça comprend quoi? Ça comprend la formation des soignants au dépistage rapide sur les symptômes, le diagnostic le plus rapide possible, c'est-à-dire avec le support de l'IHU en termes de diagnostic, et puis la prise en charge de ces patients-là directement par l'IHU pour faire l'extraction finalement rapide des EHPAD, et éviter que l'épidémie se mette en place, et la réinjection effectivement des patients dans les EHPAD une fois qu'ils sont, on va dire, guéris ou plus contagieux, quoi. Donc l'idée c'est ça. Sur le clostri, ça marche relativement bien, enfin, en fait, c'est-à-dire que maintenant les EHPAD sont assez bien informés, donc dès qu'il y a un clostridium, tout de suite on est contacté, on récupère les patients, on les traite, on les renvoie. Quelle que soit la touche d'ailleurs, c'est pas forcément. Oui, bien sûr, à partir du moment où on peut vous aider on va dire, à éviter la transmission, c'est sûr qu'on peut le faire, quoi. Donc du coup, l'idée c'est ça, c'est quand vous avez un problème, et c'est pareil pour la grippe, on préfère éventuellement... J'allais dire, ne serait-ce que sur l'expertise, en fait, aussi, et sur l'expertise, de diagnostic rapide, etc., pour nous permettre d'avoir la meilleure conduite à tenir dès le début des premiers symptômes. Vous aider à avoir du diagnostic rapide. Deuxièmement, vous donner des conseils, en fait, sur ce qui est possible de faire rapidement, notamment en termes de traitement, par exemple, pour la grippe. Éventuellement à extraire les 4 ou 5 premiers cas de grippe dans l'EHPAD, le temps que effectivement les choses se calment. Ce que je n'ai pas dit sur la difficulté des EHPAD aussi, c'est que là je vous ai présenté le personnel d'un EHPAD lambda qui va bien, mais en fait on a quand même aussi une vingtaine de pourcents d'EHPAD en France qui n'ont pas de médecin coordonnateur. Il y a des turnovers d'infirmières coordinatrices parce qu'en fait on n'a qu'un seul médecin coordonnateur, qu'une seule IDEC. Donc pour peu que cette personne soit absente, voire les deux en même temps, il y a un risque qui est effectivement majeur et du coup une expertise externe qui est indispensable. Juste une question, vous avez une idée du taux de vaccination de vos résidents et de vos soignants contre la grippe? Oui, au niveau national, pour Corian en tout cas, la vaccination des résidents elle est assez bonne puisqu'elle atteint les 85% je crois. Au niveau des salariés, c'est plus compliqué, mais pour autant, chez Corian, on a des bons taux parce qu'on a eu malheureusement en fait un établissement qui a été touché par de nombreux décès au niveau de la grippe, donc ça a fait en sorte que le groupe mette encore plus de sensibilisation parce qu'il y en a eu toujours, donc ça nous a fait encore un peu monter nos taux, on est à 40-45%. Ce qui est très très bien. Ce qui doit être très supérieur au taux. Ce qui est très très bon. Avant on était à 35%, suite à ça, on a des chiffres récents. La PHM, tout la PHM c'est 20%. Tout soignant, tout APHM c'est 20%. Mais encore, enfin 21 pour l'année dernière et encore on a repris la phase ascendante. En fait, il faut dire parce qu'on a chuté jusqu'à 16-17%. En fait, il faut dire qu'on fait des formations très en amont, c'est-à-dire dès avril, on commence à préparer les formations, les vaccinations, qui c'est qui veut se faire vacciner, pas vacciner, même au niveau des salariés. On commence en avril. Et après, on refait un rappel en septembre, en avril, on refait un rappel après en septembre, et on recommence en fait, et on a l'impression qu'on fait le plan canicule et on fait en même temps la vaccination, enfin on parle de vaccination, et on a l'impression qu'on en parle tout le temps de la vaccination, pour les salariés. Mais on arrive à avoir des bons résultats. Et pour les résidents, pratiquement, il y a très rarement des résidents qui ne veulent pas faire la vaccination active, parce qu'on est quand même dans une collectivité, ils savent qu'ils peuvent l'attraper facilement parce qu'il y a du brassage sans arrêt.